Bonjour, bonsoir Kevin. J'espère que tu as passé un très bon week-end et une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 19 juillet et c'est mon anniversaire. Donc, j'ai passé la journée à travailler normalement et demain, jeudi, je vais certainement aller voyager un petit peu, seulement la journée. Voilà, parce que je ne peux pas arrêter de travailler. Euh, la dernière fois, je t'avais demandé de regarder une vidéo, pourquoi le 14 juillet ne célèbre pas ou ne fait pas référence à la prise de la Bastille, ni même à 1789, on peut dire 1789. Ok. I don't know what is this stuff. Ok, reprendre la lecture. Hop. Ou plutôt la prise de la Bastille. C'est ça qu'on fait. Bastille, ou plutôt la prise de la Bastille. C'est ça qu'on fête le 14 juillet, tout le monde le sait. La fête nationale, les feux d'artifice, le discours, non pas cette année, tout ça pour célébrer la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. On est d'accord? Yes. Eh bien non, c'est faux. Ou plutôt, c'est à moitié faux. Figurez-vous qu'on célèbre en réalité autant le 14 juillet 1789 que le 14 juillet 1790. Une journée un peu spéciale et pour beaucoup de politiques illustres de l'époque, encore plus importante que la prise de la Bastille. À Paris, ce jour correspond à la fête de la Fédération. Né à Lyon quelques semaines plus tôt, ce mouvement qui s'est rapidement propagé aux autres grandes villes de France consistait principalement en une fraternisation entre les gardes révolutionnaires et les éléments aux opinions plus royalistes. Par exemple, tous juraient à cette occasion fidélité à la loi, à la nation, à l'Assemblée nationale et au roi, ce qui faisait plaisir à tout le monde. Dans la capitale, la cérémonie festive a rassemblé une foule importante autour de la nouvelle constitution française. Et le plus fou, c'est que Louis XVI lui-même a participé, prêtant lui aussi serment à la nation et à la loi. Un grand moment d'unité nationale qui pour certains signifiait aussi que la monarchie constitutionnelle, comme en Angleterre, était à portée de main. Bon, pour être honnête, l'événement qui devait être annuel a vite pris l'eau. L'année suivante, le roi s'était enfui à Varennes quelques semaines plus tôt, ce qui a un peu gâché la fête. Et puis l'année d'après, en 1792, le cœur n'y était plus. On est à un mois de l'arrestation des députés girondins, et l'année suivante, c'est la terreur. Résultat, niveau ambiance festive, c'était plutôt calme. Il n'empêche, quand il a fallu choisir le jour de la fête nationale, c'est celui-là qui a eu la préférence des parlementaires. On était en 1880, et à l'époque, à l'Assemblée, il y a des républicains modérés, beaucoup, des radicaux, des royalistes et des bonapartistes, un peu. C'est à cette époque seulement que la République s'impose pour de bon, et il faut donc trouver le moyen de rassembler toutes ces opinions. On évoque donc différentes dates, toutes trop révolutionnaires pour les uns ou trop royalistes pour les autres, et puis on se décide. Le sénateur Henri Martin, celui du Monopoly là, explique que le 14 juillet 1789, c'était bien, mais un peu violent pour certains de ses collègues, alors ceux-là pourront choisir de voter pour le 14 juillet en pensant à 1790, qui présente un visage d'apaisement et aussi, c'est vrai, de respect de la monarchie. En conséquence, la loi qui instaure le 14 juillet est incroyablement vague. Ouvrez les guillemets, la République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. Point final. Okay. Pour la gauche, la référence, c'est plutôt 89, avec le soulèvement populaire contre l'arbitraire et la monarchie. Pour la droite républicaine, c'est plutôt 90, avec ses images de fraternisation, de rassemblement et donc de modération. Alors aujourd'hui, le 14 juillet fait-il autant référence à 1789 qu'à 1790? Eh bien, pas tout à fait. D'abord, la fête de la Fédération, bien qu'un peu oubliée du grand public au XXIe siècle, est dans les débats de l'époque bien plus citée. Et il y a aussi un petit détail qui établit assez clairement la filiation. Le défilé militaire, cette tradition française qu'assez peu de pays démocratiques partagent, nous vient de 1790, lorsque la garde républicaine a défilé sur le champ de Mars. Bon, depuis on a changé d'emplacement, mais la coutume est la même. Il faut bien avouer qu'une parade militaire et des feux d'artifice, même suivis parfois par un discours un peu pompeux, c'est tout de même une tradition plus festive et plus facile à respecter que de promener des têtes sur des pics. Donc voilà un peu une explication rapide. C'est intéressant de voir comment l'histoire est modifiée par comment dire, par les traditions et les pseudo-connaissances. Voilà.
C'est vrai qu'on a tendance à faire plaisir à tout le monde au niveau politique. C'est pour ça qu'on a plusieurs partis politiques écologiques, la chasse, la pêche, les travailleurs, les ouvriers, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est devenu un peu, comment je pourrais dire, un peu n'importe quoi, parce qu'il y a vraiment des partis qui n'ont aucune chance d'avoir des sièges ou des voix. Donc on part du principe qu'on a une représentation directe et indirecte. Donc l'Assemblée nationale sera représentée indirectement par des députés, et ces députés peuvent venir de différents partis politiques. Donc c'est une version démocratique française que l'on apprécie beaucoup en France. Voilà. Donc concernant... ah oui, pour une petite explication ici, j'ai eu un problème avec Skype, j'ai perdu beaucoup de contacts et j'ai dû réenvoyer des contacts à mes étudiants. Franchement, ça fait environ 2 semaines que Skype me crée des problèmes. Donc, je n'ai pas à faire de mise à jour, je ne pense pas, mais j'ai eu des problèmes, j'ai perdu des contacts. Voilà, donc c'est assez embêtant. Une poignée de main, un handshake, ok. Euh, on avait une poignée de main, un handshake. Ah, yeah, because we were talking about Donald Trump. Il est très hautain, ou alors très imbu de cette personne. I would say, don't use it for him. I would say il est très hautain, il est très snob, ok. Il est très fier de lui-même. Il est très fier de lui-même. Il semble lutter contre. Il semble lutter contre. J'ai l'impression que Donald Trump j'essaie de trouver les mots justes, j'ai l'impression que Donald Trump lutte contre une image. En fait, il se force d'avoir, je ne sais pas si c'est vraiment lui, ou alors il se force à fabriquer une personnalité très arrogante, tu vois. Euh, il semble lutter, ou alors soit il vit dans le passé complètement, il est déconnecté de notre temps contemporain, ou alors il a fabriqué une image qui est fausse et qui ne lui correspond pas, je ne sais pas. J'essaie de comprendre, franchement, c'est pas évident. Alors ici, on avait fait les loisirs, et ça vient de Hugo. Ça, c'est le livre avancé, donc ça, c'est Communication progressive du français. C'est un livre que j'utilise avec les débutants et intermédiaires, c'est pas pour toi. Euh, donc, Hugo, je pense que je ne l'ai pas ici. Je ne pense pas. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le chercher. Alors, pendant que ça se cherche, j'espère que je vais pouvoir continuer. Hugo, Hugo, Hugo. Je vais attendre quelques secondes. D'accord? Donc ici, on avait parlé des loisirs. Est-ce que les Américains consacrent du temps aux loisirs? Oui, il faut être franc. Ok? Oui, on a, on a beaucoup de loisirs aux États-Unis, hein. On peut faire du surf, on peut courir, on peut faire du jogging, on peut faire de la randonnée, on peut escalader les montagnes, on peut voyager en voiture, on peut faire beaucoup de choses. Ok, donc les loisirs, on n'est pas limité aux États-Unis. Voilà. On peut rester chez soi à lire. Voilà. On est libre. Voilà. Le problème, c'est que aux États-Unis, eh bien, c'est un pays qui est très cher et qui force les gens à travailler plus. Ou alors, quand on travaille pour une bonne entreprise ou pour une bonne école, on a tendance à, à multiplier la production ou la productivité parce que on ne veut pas avoir des problèmes, le problème de perdre son emploi. On fait face aux problèmes de compétitivité, de productivité. Donc il faut être, il faut que sa compagnie
puisse dépendre de soi. Ok. Donc il y a beaucoup de compétitivité, de compétition, pardon, de compétition qui force les gens à travailler doublement. Euh, la chose suivante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas assez ou qui n'ont pas, mais qui travaillent à temps partiel et qui travaillent 20 heures par semaine et qui souhaiteraient travailler au moins 40 heures par semaine ou plus, mais qui sont payés 15 ou même moins, quelques dollars par heure. Donc ils sont obligés de prendre un deuxième travail ou un troisième, j'ai déjà vu ça, pour combler les fins de mois. Combler, c'est ça que euh, euh, I forgot the expression, to make ends meet. Voilà. Euh, c'est intéressant de voir comment les États-Unis est un pays vraiment intéressant sur différents points de vue, mais au niveau économique, au niveau du travail, j'ai l'impression que on considère un peu les gens comme un peu des esclaves, surtout au bas niveau. Et une chose que je ne comprends pas, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Quand on voit des Steve Jobs, euh, Mark Zuckerberg, on voit des Bill Gates qui n'ont même pas fini l'université et qui arrivent à créer des empires. C'est ça que je ne comprends pas. C'est qu'on nous dit d'aller à l'université pour avoir un master ou deux masters, des doctorats, etc. Et on voit des gens qui n'ont même pas fini l'école. Prenons l'exemple de Steve Jobs qui n'a même pas fait un semestre, ok, n'a même pas fini sa première année, et il a réussi à monter un empire. Il y a beaucoup d'Américains qui ont peur de l'échec scolaire et qui ont peur de l'échec professionnel. C'est une espèce d'anxiété, de paranoïa. Il y a une névrose quelque part qui force un peu les gens à, à cumuler des dettes scolaires pour avoir un travail qui n'est pas forcément bien payé. J'ai parmi mes étudiants des avocats, des ingénieurs, des hommes d'affaires, des corporations, des entreprises, etc., des directeurs d'entreprise, des présidents d'entreprise. Euh, j'ai de simples étudiants, hein, de petits élèves, mon plus jeune élève a 5 ans, mon plus vieux a 72 ans. Et c'est intéressant de voir les différentes opinions, les différents points de vue. Mais je pense que les États-Unis, c'est un pays où il est toujours possible de réussir, il est toujours possible de faire beaucoup de choses. Voilà. Mais la peur nous empêche d'être créatifs. La peur nous stoppe. Voilà. Quand je suis arrivée en 2003 avec un diplôme de droit français, je ne pouvais rien faire aux États-Unis. Voilà. La seule opportunité, c'était d'apprendre le droit américain, de passer le bar, du barreau, pardon, l'examen du barreau, bar exam, et de devenir avocat aux États-Unis. Bon, le droit, ce n'est pas vraiment ma passion. Voilà, j'ai fait plaisir à ma mère, je me suis inscrite en droit, j'ai eu ma maîtrise et puis voilà. Je n'ai pas voulu passer l'examen du barreau parce que je ne voulais pas devenir avocate, mais j'ai cette formation de droit des affaires internationales, mais je ne m'en sers pas. Ça me sert pour donner des cours de droit à certains étudiants, ça me sert pour faire du business, ça me sert dans certains cas, mais franchement, je ne m'en sers pas pratiquement dans la vie de tous les jours. Voilà. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai dû recommencer tout depuis le début. Donc je suis repartie à l'école pour devenir professeur, en fait, euh, professeur d'anglais. Et j'ai passé des examens pour devenir professeur de français. Voilà. C'était un choc pour ma famille, c'était un choc pour mes parents en premier, qui m'avaient dit que j'avais abaissé mes standards.
Non, je n'ai pas à baisser mes standards, je fais quelque chose qui me plaît. Et je pense que dans la vie, c'est important de respecter ses propres choix, de faire des choses qui nous plaisent au lieu de faire plaisir aux autres. Avec un compte en banque qui soit beaucoup plus important, avec un salaire qui soit plus important, je pense que c'est important d'être heureux dans la vie. Voilà. Et puis, ce travail que je fais en ce moment en ligne me permet de passer plus de temps avec ma fille. Voilà. Au lieu de passer mon temps dans les transports, aller au bureau, passer peut-être 2 heures par jour avec ma fille, ou une heure maximum, je pense que c'est important d'être présente dans la vie de ma fille. Mon mari est assez absent, donc si maman est absente et papa est absent, je pense que ça peut créer des problèmes. Voilà, ça créera des problèmes psychologiques à ma fille. Donc je préfère me sacrifier que de faire face à des problèmes. Donc je pense que dans la vie, on peut se reconvertir. On peut également réussir sans diplôme. Ça, je le crois fortement. Et je pense que c'est une question de courage, une question de confiance également. En France, on adore les diplômes, mais on adore les diplômes pour travailler dans les supermarchés. Donc, pour avoir une maîtrise et finir dans un supermarché, je suis désolée, je trouve que c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Et je pense que, on dit en français, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. It's like you have a master, you're gonna end up putting stuff at the supermarket, the shelves, the shelves, the different aisles and everything. So I think it's a joke. Okay, it's a complete joke. But anyway, that's just my personal opinion. Anyway, est-ce que les loisirs aux États-Unis sont considérés comme étant superficiels? Ah, ça dépend. Le golf. J'ai beaucoup d'étudiants qui jouent au golf. Ouais. Je n'ai jamais compris ce sport, je suis désolée. Je préfère le tennis, je préfère la natation, je préfère certains sports un petit peu plus actifs que le golf. Voilà. Je pense que c'est toujours un sport d'élite. Donc, au loisir, on a de la randonnée, le fitness, salle de sport, le bricolage, DIY, do it yourself. Okay. Et puis aussi, les loisirs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a du temps. Okay, on a du temps libre pour pouvoir se consacrer à des choses qu'on aime. Voilà. C'est bien de pouvoir cumuler un emploi qu'on aime avec des loisirs qu'on aime. Alors ça c'est le summum, c'est la perfection, la vie parfaite. Voilà. Alors, Hugo, qu'est-ce que j'en ai fait de ce Hugo? Ah, c'est incroyable. Hugo, alors, dans le premier texte, c'était le premier chapitre, ou la première leçon, on a comment dire, les loisirs chez les Français. Les Français adorent les loisirs, okay, adorent aller dans les parcs, adorent voyager, etc. Mais comme le stress est très important, je pense que le loisir ou les loisirs deviennent de plus en plus importants. Voilà. Ah, j'espère que je pouvais l'ouvrir. Voilà, hop, voilà, ça va s'ouvrir. Mais le manque de temps et l'augmentation du stress forcent les gens, vie professionnelle ou même des responsabilités familiales. Voilà, il faut se changer les idées. Se changer les idées. So to change yourself, your ideas. I know it's repetitive, but it's what we mean in French. It's a reflective verb with a possessive. Se changer les idées, ou se changer ses idées, if you want. Se changer les idées. It's like to change your ideas. Well, to shift a bit your reality, in a sense. Ok, donc on en est là. Hop, c'était ici. Je vais essayer d'agrandir. Comment les Français passent-ils leur temps libre? Allez, j'agrandis. Comment les Français passent-ils leur temps libre? Aujourd'hui, les Français accordent de plus en plus d'importance à la qualité de la vie et donc aux loisirs qui sont nécessaires pour pouvoir faire face au stress de la vie professionnelle. Les formes de loisirs se répartissent encore différemment selon les classes sociales, bien que l'on connaisse à l'heure actuelle une sérieuse démocratisation du tennis et du ski.
Le golf est devenu le sport des élites. Le sport des élites. Point. Quelle forme de loisir attire les Français? La télévision, avec son frère siamois, le magnétoscope, occupe les soirées en famille dans bien des foyers. Les émissions les plus en faveur restent les films, les informations, les débats et les reportages sportifs en direct. Live. Les chaînes de télévision augmentent et permettent de faire du zapping à volonté. Zapping, it's a fake Anglicism because in French we think that it means to switch the channels very quickly. In fact, okay, you know the meaning. So for the French, we think it's a real English word, but it's not used in the real context. Okay. Donc, la page suivante. Ah, il faut que je bouge un peu. Le cinéma souffre de la concurrence de la télévision, bien que les cinéphiles soient toujours attirés par le dernier film qui passe sur les grands boulevards parisiens. On dit aussi que la lecture est en régression, mais les librairies offrent toujours un choix extrêmement varié de livres, de romans et de bandes dessinées. Be careful of the bookstores, libraries, les librairies, bookstores et les librairies, bookstores, ok, and libraries, bibliothèques. La culture occupe une place importante dans les loisirs. Visites de musées, expositions et festivals sont des buts de sortie fréquents, spécialement quand les musées sont gratuits. Les Français s'intéressent aux sports d'équipe traditionnels, par exemple le football, le tennis, les courses cyclistes, mais certains sports individuels se sont récemment développés en vue de retrouver sa ligne ou de maintenir une bonne forme physique. Jogging, aérobic, bodybuilding, ou pour les amateurs du challenge, il existe la planche à voile, le surf ou le deltaplane, etc. Le bricolage, do it yourself, et le jardinage occupent une partie du temps de loisir, mais c'est peut-être davantage un must, on l'utilise aussi, un must, plutôt qu'un hobby. And I'm not pronouncing the H because it's French. Selon une étude pilote récente menée dans 10 pays européens, on constate que c'est en France que le temps de sommeil moyen ainsi que le temps consacré aux soins personnels sont le plus longs. If I could sleep 9 hours per night, that would be just like, I know, heaven. France 9h03, Royaume-Uni 8h40. Par contre, le temps libre dédié à la télévision vidéo ou autres médias, au loisir, est moins élevé en France qu'au Royaume-Uni, 4h37 contre 5h22. Mais je pense que ça a changé. Voilà, le temps moyen journalier sur l'ensemble de l'année. L'autre texte, c'est sur les pins, mais c'est une autre... c'était une phobie pendant les années 80, je crois. Voilà. Donc attention à depuis, since for, ok? Since for means depuis. We just have one translation, one option, which is good. Alors depuis 2 ans ou depuis 1999, ok? On peut, en anglais on dira since 1990, mais en français on dira depuis 1990. For 2 years, depuis 2 ans, ok? Donc on utilisera les deux. Donc je reviens à la transcription. On avait fait tout ça. Les bénéfices, les heures supplémentaires, en France, on a 1 mois de vacances, on a des congés payés, il y a des congés payés aux États-Unis, mais ça dépend du travail, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du secteur, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'emplois qui sont mal payés et qui ne donnent pas beaucoup de bénéfices. Ensuite, donc aussi, ça dépend du secteur privé ou public, donc 2 à 3 semaines de congés payés. Ensuite, on peut augmenter les congés payés aux États-Unis. Congé maternité, il est de 12 semaines aux États-Unis et il n'est pas payé. En France, il est de 6 mois. Au Canada, il est de 6 mois également. Zapper, on en avait parlé. Donc, c'est changer les chaînes de télévision rapidement. En fait, j'avais vu le film To Rome with Love, je l'avais vu,
Et c'est intéressant de voir... J'avais oublié la scène de l'opéra avec le monsieur qui chantait sous sa douche. Il ne pouvait pas chanter sans se laver. Et j'aime bien les critiques. Donc celui qui a eu cette idée de laisser le ténor chanter sous sa douche est un imbécile. J'avais oublié. Voilà. Fièrement, was proud, proudly, ok. Pronom, grammaire progressive du français, en de vidéo. Ah oui, donc ça viendra après. Je t'ai envoyé des films du Clésio, de Le Clésio et de Claude Simon. Tu peux les lire si tu veux, ou tu peux les avoir, tu peux les acheter. Donc ici, pour finir, on a des adverbes. Ah, on a des adverbes, proudly, quickly, etc. Donc tu les connais déjà, personnellement, personally, généralement, gratuitement, et on retrouve le nom, ok, personnel, etc. Follement, madly, habituellement, usually, fièrement, proudly. Donc généralement, on a M-E-N-T. Don't forget, however, that an adjective ending in A-N-T or E-N-T changes to N-T or double M-E-N-T. What do we have here? Up. Suffisant, suffisamment. Okay, on remplace le NT avec deux M-E-N-T. Récent, récemment. Et parfois, un nom peut être utilisé pour exprimer la même signification. À la folie, madly, donc follement aussi. D'habitude, habituellement. Usually, avec fierté, proudly, ou fièrement, avec succès. Successfully, on n'aura pas successement, ça ne veut rien dire en français. Ok, donc attention, note finally that some adjectives don't have a M-E-N-T form and they form the adjective in a different way. Intéressant, interesting, de façon intéressante, interestingly. Okay. On donne des raisons avec puisque, car, parce que, because. Donc, there are three ways of expressing the idea of because, puisque ce mot signifie en français une épingle, car il n'y avait pas de pins, parce que le mot vient des États-Unis. Okay. Donc, basically, we could say, since this word, because there was no pin, because the word comes from the United States. So, car, parce que, are very similar. Okay. Car is a tiny bit, let's say, more formal. Yeah, but basically to say. You might like to make a note also of à cause de, grâce à. Okay. À cause de lui, j'ai échoué. Grâce à elle, j'ai réussi. Voilà. Ou à cause du mauvais temps, ou j'ai réussi grâce à vous. On a aussi des expressions pour exprimer une opinion, à mon avis, selon moi, it's like according to me, or in my opinion. Pour ma part, as far as I'm concerned, en ce qui me concerne, it's the best translation actually, it's closer. Je pense que, I think that, nous estimons que, we consider that, nous croyons que, we believe that. So you talk on behalf of a company or of a group of people. Fil, épinglophile, bibliophile, cinéphile, francophile, anglophile. We saw with the Greek, prefix or suffix, suffixes or prefixes. We know that it's a lover of somebody who loves something. The movies, or the books. Okay, pro French, pro English, anglophile, etc. Okay. So, we'll continue that the next time. On va continuer ça la prochaine fois. Donc, les pronoms. J'essaie de voir si je peux réouvrir grammaire progressive du français. Où est-ce que c'est? Ça, c'est le niveau avancé et le niveau intermédiaire. Je veux boire un peu d'eau parce que je suis vraiment déshydratée. Donc, ici, on a les pronoms qui sont quelque part. Pronoms compléments, les pronoms directs et indirects. C'est important de connaître les différences parce qu'on a deux listes de pronoms ici. Donc la page 124 qui est la page 126 pour moi. Voilà. Les pronoms compléments. Eh bien parce qu'on va remplacer un complément qui est juste après le verbe avec un pronom.
On les appelle les pronoms compléments directs ou indirects. Je le regarde, je la regarde, je les regarde. Ok, la première liste, eh bien, on aura ça. Me, te, le, la, nous, vous, les. Ce sont des pronoms directs qui remplacent des personnes ou des choses. Ok, ils répondent à la question qui ou quoi. Je regarde le garçon, le sac, je le regarde. Je regarde la fille, la robe, je la regarde. Je regarde les enfants ou les livres, je les regarde. Okay. Me, te, le deviennent M apostrophe, T apostrophe, L apostrophe devant une voyelle ou un H muet. Il m'écoute, elle l'adore, il t'invite. Pour aimer et connaître, on renvoie de préférence à des personnes. Tu aimes Julie? Oui, je l'aime. Tu connais son père? Oui, je le connais. Donc attention, les verbes aimer, connaître. On va utiliser, on les renvoie de préférence à des personnes. Okay, on peut dire, tu aimes le fromage? Oui, je l'aime, mais on va croire qu'on parle d'une personne en français. C'est pour ça que c'est important de dire, oui, j'aime ça. Tu connais le gorgonzola? Oui, je le connais, oui, je connais. Si je dis oui, je le connais, je parle d'une personne. D'accord? Mais si je dis je connais ou je connais ça, je parle d'un objet. Okay, c'est la seule différence avec les verbes aimer et connaître. On utilisera le l'aller pour des personnes. Okay, si on parle d'objet, eh bien on évitera d'utiliser le l'aller. La négation, on va garder le pronom avec le verbe et on va entourer le pronom et le verbe avec ne pas. Je ne le regarde pas. Nous ne le connaissons pas. D'accord? Donc on va commencer avec ça. 1. Vous regardez la télé tous les jours? Oui, je la regarde tous les jours. Vous regardez régulièrement la météo? Oui, je la regarde. Vous regardez parfois les publicités? Oui, je les regarde parfois. Vous consultez souvent le site de Google? Oui, je le consulte souvent. Vous lisez les rubriques sportives? Oui, je les lis. Vous gardez les vieux journaux? Oui, je les garde. D'accord? Donc, c'est pas compliqué. Et si on veut une négation, on entoure le pronom et le verbe avec ne pas. D'accord? On va continuer ça également. La deuxième partie, c'est pour les pronoms indirects. Et ici, on a une liste différente. Me, te, lui, nous, vous, leur. En fait, on va utiliser des verbes spécifiques, okay, qui utilisent la préposition à et qui répondent à la question à qui. Donc, on le fera la prochaine fois. J'ai encore un cours à donner. Et donc, c'est la fin. Fais-moi savoir si tu as des questions. Tu passes une très bonne soirée. Moi, je n'ai pas fini. Et puis, on se voit vendredi à 4 heures. Voilà. Dans 2 jours. Très bientôt, Kevin. Merci.